La vie est pleine de surprises, mes petits bichous. J'avais prévu de faire une pica critique sur un film d'animation français avec une grosse fanbase que je n'ai pas apprécié, puis une série de vidéos sur les films Spider-Man que j'aime le moins pour ne pas dire les plus mauvais, mais ce n'est pas ce qui se passe. Car après avoir fini ma critique sur le Dr Jekyll et Mr Hyde, une collègue youtubeuse est venue me voir pour me dire que je devais absolument parler d'un film. Estebanesia, à la recherche des 7 idées d'or, qui était déjà dans ma liste de films à traiter, mais autant le faire maintenant si mes proches me le demandent. Un film basé sur le roman La Route de l'Or. Un roman incontournable qui encore aujourd'hui est un best-seller auprès des enfants et qui, ok je déconne, personne ne connaît le livre, mais plutôt le dessin animé qui a adapté cette œuvre, Les Mystérieuses Idées d'Or. Ah, les mystérieuses idées d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or. Une minute. Mais je n'ai aucune nostalgie autour de cette série. Je suis né en 93 et je ne me souviens pas d'une chaîne qui diffusait les Mystérieuses Idées d'Or quand j'étais petit. En fait, c'est lorsque j'étais adolescent que la série était diffusée sur Gulli. Mais au final, je ne la regardais pas, si ce n'est quelques bouts d'épisodes avant d'aller au collège, auxquels je ne saurais pas dire à quel épisode en particulier ils sont rattachés, si ce n'est le premier et le dernier. Ce n'est que lorsque mon collègue Mayolek a commencé à faire des vidéos réac sur les Mystérieuses Idées d'Or que je me suis dit qu'il était peut-être temps de rattraper mon retard sur cette œuvre. Et au final... c'était une très bonne série. Pas au point de me faire dire que c'était un des meilleurs dessins animés que j'ai vu de ma vie, même en comptant seulement les dessins animés français. Mais je comprends totalement qu'elle ait une bonne réputation. C'est une série d'aventures qui appelle à la découverte et à l'enseignement avec des personnages attachants, des relations et développements prenants et des scénarios épiques et captivants sur le moment. Bon, un de ses défauts, c'est d'être incomplet sur 2 points. Déjà, elle introduit une histoire de prophétie dans ses premiers épisodes, mais c'est devenu tellement anecdotique qu'elle a été vite oubliée par tout le monde, téléspectateurs comme scénaristes, et même par le personnage qui en a parlé en premier. Ensuite, la série se termine avec un arc final bâclé et nous laisse avec une fin beaucoup trop ouverte en guise de conclusion, ce qui rendrait une demande de suite légitime. En tout cas, ça ne s'est pas fait avant 3 décennies. Faire une suite 30 ans plus tard, ça n'a pas très bien marché pour la saga Skywalker. Alors qu'est-ce que ça donne pour les Mystérieuses Idées d'Or ? C'est passable. Bon, malheureusement, en 2010, les normes pour un dessin animé diffèrent tellement des années 80 que les saisons 2, 3 et 4 ne pouvaient pas suivre une bonne continuité. Pourtant, ils ont l'audace de ne pas expliquer les éléments réintroduits de la saison 1, comme si le public cible se souvenait assez des détails pour ne pas perdre de temps à lui rappeler. Mais à côté, on enchaîne incohérence avec la série originale, retcon et personnages qui, soit ils sont flantérisés, soit ils régressent, soit ils deviennent des marissous. La saison 2 est assez pathétique, car si le fil rouge et l'antagoniste sont assez intrigants pour donner envie de suivre la série, un mauvais soin a été appliqué à l'écriture, offrant des twists qui se devinent à 20 mètres, des longueurs dans les péripéties, des menaces épisodiques qui sont traitées de façon enfantine, ou simplement des épisodes inintéressants dans ce qu'ils apportent au récit global, ponctués par des cacs de gros. Cela s'améliorera avec les saisons 3 et 4, où les scénaristes montrent qu'ils ont repéré les soucis de la saison 2 en corrigeant ce qui n'allait pas, nous offrant des histoires plus pertinente avec de bons arcs de personnages, et je suis assez content que les enjeux de la saison 4 reviennent sur cette histoire de prophétie. Mais voilà, ces saisons découlent principalement de la saison 2, et avec ce traitement dans la conception d'un dessin animé qui change entre la saison 1 et les saisons 2 à 4, tu as cet écart de 30 ans, on a l'impression de voir 2 séries différentes, ce qui rend compliqué le sentiment d'avoir regardé un tout cohérent. Donc au final, les saisons 2 à 4 sont très dispensables. Cela ne vous manquera pas de ne pas voir ces saisons si vous avez aimé la série d'origine. Mais je ne vous les déconseillerai pas pour autant. L'ensemble reste une série d'aventures tout à fait sympathique. Alors que dans ce contexte de suite 30 ans plus tard, on aurait pu s'attendre à quelque chose de vraiment catastrophique. Surtout en partant de la saison 2. Je vais même vous dire... La saison 4 se conclut sur une fin assez brusque pour que j'ai envie de voir un film en guise d'épilogue. Pas une saison 5, faut pas exagérer non plus. Revenons à notre film du jour. Oui, parce que parler des Mystérieuses Idées d'Or, ça fait déjà une page de script. Enfin, film, plus précisément, il s'agit du pilote d'une série avortée au bout de 3 épisodes, alors que 26 avaient été commandés initialement. Produit par Penji Productions, une société française qui avait tenté de racheter les droits sur les Mystérieuses Idées d'Or pour assurer la suite. Sans succès, je crois. Du coup, elle s'est contentée de ce qu'elle a pu récupérer, les 3 adaptations de La Route de l'Or. Donc, on est toujours dans le thème du film qui veut surfer sur le succès d'autre chose. C'est bon, on ne s'est pas écarré. En tout cas, ça commence bien sur un générique, prouvant qu'à la base, ce film devait être une série. Les paroles sont neuneux,
Mais la mélodie n'est pas désagréable, donc ça passe en soi. C'est sûr que lorsque ton modèle a ça pour générique... tu ne fais pas le poids à côté. Et le film démarre avec Esteban en prison, en attente de procès, car... il ne veut pas dire aux autorités locaux où il a trouvé sa pépite d'or. C'est confus, le film nous place dans une situation sans qu'on comprenne le pourquoi du comment. Esteban nous balance une flopée d'informations pas claires sur sa vie, ses rencontres, ses découvertes et ses parents disparus. Quand a commencé cette histoire? Est-ce que c'est le jour où j'ai eu mon diplôme de cartographe? Mais mon souvenir est flou. Tout cela est si loin aujourd'hui. Est-ce le jour où j'ai rencontré Zia? Cette histoire est à elle seule toute une histoire. Ou bien est-ce le jour où j'ai trouvé cette pépite et le filon dans la colline de Valléo? Me voilà en prison pour ne pas avoir reversé la part du roi. Le 5e de l'or que j'ai trouvé. Je ne suis pas un chercheur d'or. Ce que je cherche, ce sont les cités d'or. Alors... Par contre, habituez-vous à ça tout de suite, les personnages n'arrêtent pas de cligner des yeux. C'est dérangeant au début. Esteban parle de sa vie comme si on allait partir en flashback, mais au final, Esteban n'aura jamais de flashback dans ce film, toute l'intrigue se fait à la suite. Vous vous dites sans doute que comme ce téléfilm est plus ou moins un pilote, les gars voulaient résumer les premiers arcs dans les premières minutes pour appâter les investisseurs. Eh ben non. Il se trouve que l'ami qui m'a demandé de faire cette critique m'a écrit un résumé du livre La Route de l'Or pour m'aider à l'élaboration de cette vidéo. Et ce film commence comme le livre. Et dans le livre, Esteban est en prison et décide de retracer son histoire dans un journal, et c'est là qu'il raconte en premier lieu sa rencontre avec Mendoza. Là, on est dans une situation tellement débile que... je ne sais pas si je vais bien vous expliquer le problème. Le film commence comme le livre où Esteban écrit les premiers mots de son journal. Sauf que par la suite, Esteban s'entraîne pendant 3 mois à devenir une princesse Disney pour que les rats l'aident à voler les clés de sa cellule, ce qui n'est pas dans le livre. Il va ensuite sauver sa copine Zia qui se trouve dans une cellule quelques étages plus haut, ce qui n'est pas non plus dans le livre, Zia n'y est pas envoyée en prison. Et une fois dehors, Esteban et Zia vont vivre les péripéties du livre, qui sont normalement racontées en flashback. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que vous comprendrez mieux lorsque je reviendrai sur la comparaison livre-film. Je disais donc, grâce à ces rats, Esteban sort de prison. Bonne musique. Avec un peu d'arrangement, ça pourrait passer dans un Paper Mario. Enfin, quand elle est utilisée pour toutes les scènes d'action, au bout d'un moment on s'en lasse. Et je viens de vous faire la critique de toutes les musiques de ce film, c'est parfait. Esteban sauve sa bien-aimée, ils récupèrent leurs affaires... C'est une chance que les gardes aient laissé nos affaires dans un coin sans jamais y toucher pendant plusieurs mois. C'est une chance que les gardes ne nous voient pas alors qu'on est juste à côté d'eux. Et échappe à la célèbre armée de clones espagnoles. Après un peu de marche dans le désert, le couple installe un campement et en profite pour faire de l'exposition. À quoi pensais-tu? À nous, aux 7 cités d'or. Je sais que nous devons garder ce plan secret. Ne jamais en parler, mais ici, il n'y a personne. Comment ferons-nous pour découvrir le pays de Cibola? Est-ce qu'on va trouver un bateau pour remonter vers le nord? Comment traverser les terres inconnues qui sont ici sur ma carte? Où sont les falaises écarlates? Et comment allons-nous faire pour... Pour les réponses, ça peut attendre demain? En résumé, tu me gonfles. Et voilà un gros problème ici. On n'arrive pas à entrer dans le film, car on sent qu'il y a eu un avant, qu'on a raté des choses qu'il fallait voir. À ce sens-là, je vous avoue que les souvenirs de Son of the Lion King me refont surface. Mais c'est plus dérangeant ici. On sent que les protagonistes ont vécu des choses, que Esteban et Zia forment déjà un couple, qu'ils ont rencontré des gens, qu'on leur a déjà parlé des cités d'or, mais on ne sait pas quels sont ces événements. Toutes ces informations sont condensées et nous font poser des milliers de questions. C'est le genre de choses qu'on peut pardonner à une série semi à suivre, car malgré la continuité, chaque épisode a une histoire assez indépendante pour pouvoir regarder les épisodes dans n'importe quel ordre sans être choqué, ce qui permet aux diffuseurs de faire la programmation comme ils veulent. Mais là, on est vraiment dans un feuilleton, une série à suivre où il est important de voir les épisodes dans l'ordre. Donc si on commence en plein milieu de quelque chose, on est totalement largué. Après plusieurs jours de marche où ils ont quand même eu la chance de tomber sur une noix pour manger... Esteban, as-tu déjà mangé de la dinde? Mais c'est pas une dinde. Passons. Oh tiens, c'est quoi ça? Ils finissent par arriver dans une ville où ils entrent dans une taverne avec plein de soldats espagnols qui, apparemment, ne sont pas au courant que les 2 enfants sont recherchés et s'installent au KLM sur la même table que 2 étrangers. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est Sancho et Petro. En plus compétents sur le court terme, mais en moins drôle. Et ils ne portent pas les mêmes noms. Ici, ce sont Carlo et... Sunica.
Oui, car à la base, ces Sancho et Pedro sont des personnages inventés pour les mystérieuses cités d'or. Désolé de vous l'apprendre, Sancho et Pedro n'ont pas d'homologue dans le roman de base. Enfin, ils sont quand même très sympas de laisser Esteban et Zia s'asseoir à leur table. Ils leur proposent même de partager leur repas. Les gens étaient si sympas à l'époque. Ou alors, ils ont des pensées plus obscures. Vous faites quoi dans la région? On veut aller dans le nord. Dans le nord? Vers les terres inconnues? Là où personne n'a jamais été? Oui! C'est exactement ça, monsieur! Pas la peine de le hurler! Et vous? Où allez-vous? Disons, on va... On va aussi dans le nord. Pour y faire quoi? On y va! Voilà, c'est tout! Du calme, mec, ils sont juste posé une question. Carlo décide d'amener nos deux héros à la rencontre de leur leader. Capitaine! En voilà des aventuriers, des vrais! Ça fait plaisir à entendre. Je me présente. Je suis le capitaine Mendoza. Oui, ce personnage, c'est lui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Vous ne devinerez jamais où ils veulent aller. Si, ils vont dans le nord. Zuniga a mis tout le monde au courant. Hein? Mais il n'a même pas quitté la table, comment il a pu te mettre au courant? Bon, c'est vrai que si tu hurles à tue-tête « Oh, vous allez dans le nord? Nous aussi !» de sorte à ce que toute la planète t'entende, ça devient le secret le moins bien gardé du monde. Quelle drôle d'idée. Mais vous tombez bien. Je sais que l'amiral Alarson va lever l'ancre dans quelques jours. Que savez-vous faire? Je suis cartographe du roi. Enfin ça, c'était avant que je sois condamné à la prison, car je ne lui avais pas reversé ma 5e part d'or. Et moi, je connais plusieurs dialectes. Je peux traduire les conversations. Une compétence qui ne servira pas à grand-chose vu que tout le monde parlera la même langue. T'aurais dit « Je vais là où Esteban va », ça aurait été plus honnête. Vous n'avez plus qu'à le convaincre. Comme vous venez de le faire avec moi. J'ai hâte de voir la conversation pour convaincre ce capitaine. Vous faites donc partie de l'équipage du San Pedro. Bienvenue à bord. Ah bah ça a été facile finalement. Nous levons l'ancre demain. Mais alors pourquoi vous avez déjà quitté port? La nuit, Mendoza vient voir Esteban pour lui apporter à manger. Ah, il y a encore beaucoup de vide dans le nord. Un jour, il y aura toutes les montagnes, toutes les rivières, toutes les... Oui, un jour. Quand, hein? Cela fait des semaines que nous longeons cette côte. L'équipage en a assez. Plus qu'assez. Je fais le tour de l'équipage. Je vois qui est d'accord pour me suivre. Voici le plan. Je prends la direction des opérations. Et je me mets en quête de la région de Cibola, qu'on appelle aussi le pays des 7 cités d'or. Tu en as entendu parler? Je suis un marin de l'amiral, c'est tout. As-tu envie de voir les 7 cités d'or? As-tu envie de ramener de l'or chez toi? Des turquoises? De l'argent? Ou veux-tu passer toute ta vie à faire des cartes? Je suis un marin de l'amiral. Bientôt il n'y aura plus d'équipage. Alors réfléchis à ma proposition. Ce que vous venez de voir est une retranscription quasiment fidèle du livre. Comme je l'ai mentionné, c'est le premier souvenir qu'Esteban écrit dans son journal au moment où il est en prison. Sauf qu'ici ce n'est pas un flashback, Zia n'est pas dans l'équipage, et le mot cité d'or n'est même pas prononcé. Ce qui me fait demander pourquoi adapter aussi fidèlement une scène du livre dans un contexte si différent. Et bien sûr dans le livre, il n'y a pas une scène où quelques jours plus tard, Esteban parle de sa discussion avec Mendoza à Zia. Une mutinerie se prépare. Et à Larson? Au courant de rien. Mendoza cherche les cités d'or. Qui te l'a dit? Lui-même. Avant d'arriver à Astata, tu me regardais dormir et tu m'as dit que tu pensais à nous. Depuis cette fameuse journée, je me demande à quoi tu pensais. Je me disais que tu avais changé. Que tu étais belle quand tu dormais. Bof, après le fétichiste des gants, ce genre de réplique ça passe. Quoi? Quand je dors? Et elle n'a pas l'air contrariée. Encore une fois, ce n'est pas comme si elle avait vu renifler son gant. Je me demandais aussi ce que pouvaient signifier ces curieux dessins que nous avons l'un et l'autre dans le creux de la main. Oui. Comment avons-nous pu avoir ça? Oh mais non! Oh mais non, oh mais non, mais non! Oh mais je suis trop con! Évidemment que ce film n'essaie pas de plagier les mystérieuses cités d'or. Dans cette série, Esteban et Zia ont un médaillon. Eux, ils ont un dessin sur la paume de leur main. Ce n'est pas du tout la même chose. Allez-y, envoyez-moi vos commentaires à base de Nadena, le film passé sur la route de l'or, pas sur les mystérieuses cités d'or. Ce film n'essaie pas de surfer sur le succès de cette série, gna gna gna, je le mérite clairement. Ah, et je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'équivalent au médaillon d'Esteban et Zia dans le livre. Le land
Encore cette lumière ? Le lendemain, le capitaine Alarson convoque son équipage pour dire qu'il sait que Mendoza est en train de préparer une mutinerie. Comme Mendoza préfère aller explorer le continent en quête de nouvelles aventures et de richesses plutôt que de remplir la mission que le roi d'Espagne leur a confiée, sa punition sera d'être jeté par-dessus bord avec une barque et un cheval et le laisser continuer son entreprise tout seul. Je sais pas vous, mais je trouve que ça aurait pu être pire. Vous ne savez pas à quel point les chevaux c'est cher. Lorsqu'il demande qui avait rejoint Mendoza dans sa mutinerie, seul avance Carlo et Zúñiga. Alarson implique également Lunes, le troisième compagnon de Mendoza qu'on a vu dans la taverne. Lunes a dénoncé Mendoza et Alarson l'a payé pour ça. Je viens de faire une rime sans le faire exprès, mais comme ce dernier n'aime pas les traîtres, il lui fait subir le même sort. Bon, il a le sens de l'honneur. Esteban et Zia décident également de rejoindre Mendoza et sa troupe car leurs objectifs sont les mêmes, trouver les Cidés d'or. Et cette scène est également présente dans le livre, sauf que Esteban décide de rejoindre Mendoza car il pourrait faire plus d'exploration et compléter les cartes du continent. Je ne sais pas si c'est plus logique. Nos héros se retrouvent dans la barque. Nous vous prendrons au retour si vous avez trop d'or. À bientôt! Au revoir! Faites bon voyage! On a hâte de vous retrouver lorsque vous viendrez nous chercher! Zia, ils nous ont abandonnés au milieu de l'océan! Par chance, Alarson leur a donné la seule barque avec pilote automatique qui peut naviguer toute seule, sans voile ni rame. Donc ils attendent plusieurs jours, mais au bout d'un moment, Lunes devient fou. Personne ne me prendra mon or. Il est à moi, c'est mon or. Vous avez compris? Mon or. Si vous le voulez, il sera courageux pour venir me le prendre. Il n'y a que les requins qui aiment les traîtres, Lunes. Prends-en bien soin de ton or. C'était bizarre. Au bout d'un moment, notre troupe arrive sur Terre et décide de démarrer leur expédition. On ne sait pas trop comment ils arrivent à se repérer sur la carte et décident de se rendre dans une ville qui se trouve ne pas être loin du village de Zia. Si ça vous intéresse, dans le livre, c'est à ce moment-là que Mendoza et Esteban rencontrent le père Francesco, un évangéliste qui cherche à convertir les Indiens et Incas de la région au christianisme, et qui est accompagné d'une enfant indienne qui lui sert d'apprenti et serviteur, qui se trouve être Sia. Et vous sortez tout de suite cette pensée dégueulasse de votre esprit, j'ai déjà fait la blague une fois. Bon ok, rions-en un tout petit peu. Retournons au film où, après quelques moments de remplissage, le groupe se retrouve en pleine embuscade par les enfants du village de Zia. Zidou m'avait prévenu de votre arrivée. Zidou, c'est qui? Ma sauterelle? Putain, c'est quoi cette sauterelle géante? Je crois que celle est remontée un peu trop loin dans le temps. Et puis aussi, tu parles de la sauterelle? La fille qui s'appelle Tika déclare au groupe qu'ils sont ses prisonniers. Zia essaye de la convaincre qu'elle vient du même village, mais elle fait genre « Nope, je te connais pas !» Car évidemment, elles se connaissent, mais elles ne sont pas en bons termes depuis que Tika s'est moqué du fait que Zia est orpheline. Puis une fois que le chef aura reconnu Zia, ils sont libérés, tout le monde est content à part Tika qui n'est pas contente, Esteban la rattrape, et ça va partir en triangle amoureux entre Esteban, Zia et Tika, qui ne mérite tellement pas mon attention, tellement ça part sur tous les clichés. Dommage que je décide de ne pas m'étendre là-dessus, car vous manquez ce genre de perles, après que Tika ait parlé de sa mère décédée à Esteban. Je n'ai jamais su ce qu'elle avait vu. Mais depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié qu'il y avait un temps pour tout. Même celui pour mourir. Tu as des souvenirs d'elle? Oui, plein et que des beaux. Tu parles sans aucune tristesse? Mais il est toutefois important de noter qu'il faut gagner la confiance de Tika, car pour trouver les falaises écarlates qui mènent aux Cités d'Or, d'après les infos qu'ils ont, il faut se repérer à travers une légende dont les traditions du village veulent qu'elle soit transmise de famille en famille et que seul l'enfant aîné de la famille puisse la connaître. La légende se transmet de famille en famille. Le secret est gardé par l'aîné d'une famille. Ouais, c'est stupidement sectaire à ce point. Et comment ça, seul l'enfant peut la connaître? La personne qui lui a transmis se fait sacrifier après? Et bien sûr, cet enfant est actuellement Tika. Quelles étaient les chances? Ah, et je tiens à souligner que durant cette réunion, une personne sort cette réplique. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume, mes enfants. Et elle sera régulièrement réutilisée. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Eh oui, l'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Je ne comprends pas cette expression, parce que
Tout est plus lourd qu'une plume, ça n'a aucun sens. Le lendemain, la troupe décide de quitter le village en se foutant royalement de l'indice que le chef leur a donné sur l'enfant qui connaît la légende, donc ils cherchent les cités d'or au pif. Le chef offre quelque chose à Zia, ça ne sera plus jamais réévoqué avant les dernières répliques du film. Tika arrive et veut accompagner Esteban car triangle amoureux. Oui, c'est uniquement pour ça, car lorsque Esteban lui a posé la question sur la légende, elle est restée froide. Et pour partir, Tika monte sur un bordel, une sauterelle géante, un lama ou un alpaca pourré au testostérone. C'est quoi cette tresseuse de Pokémon? Et toi, la vidéaste qui m'a demandé de traiter ce film, il se passe quoi pendant ce temps dans le livre? Mendoza fait chier les habitants d'un village d'Indiens, alors pour s'en débarrasser, il l'envoie une chasse au Dahu en racontant qu'au centre du pays, il y a des cités d'or. Crotte. Quelques jours de voyage plus tard, la compagnie tombe sur un village inca où ils croisent la route d'une troupe de soldats de l'armée espagnole dirigée par un certain Torres. Et il se trouve que c'est un pote à Mendoza, et ce dernier les invite à les accompagner. Je n'ai rien à dire sur cette scène, elle est courte, elle va trop au pute, et elle est totalement fidèle au livre. Mendoza monte peu à peu son armée pour obtenir les richesses du pays. Actuellement, il est en train de jouer à Suikoden. Ou à Monster Rancher. Ou à Digimon Fusion. Putain, laquelle de ces références va plus vous parler? Mais ces soldats doivent beaucoup influencer Tika, car il décide de raconter la légende de son village à tous les soldats, mais pas à Esteban et Zia. Enfin, ils sont pas dans le cadre, mais ils doivent l'entendre hors champ. Je vais vous raconter la plus énigmatique de nos légendes. C'est la légende de deux enfants de sexe opposé au teint pâle. Il y a bien longtemps, ils avaient quitté la Terre. En partant, ils avaient promis de revenir un jour dans notre pays pour apporter le bonheur et la paix. Alors, ces deux enfants... Eh mais, je veux connaître la suite! Non mais parce que si je veux entendre parler d'enfants élus qui doivent apporter la paix sur Terre, j'ai la Bible pour ça. Mais non, il semble nécessaire de couper le récit de Tika à ce moment-là, alors que Esteban et Zia tenaient absolument à connaître cette légende. C'est censé indiquer un indice sur le lieu où ils doivent aller pour trouver les cités d'or! Je ne peux même plus dire qu'ils avancent au pif, c'est juste qu'ils sont un indice dont je ne suis pas au courant! Le lendemain, la troupe arrive sur le territoire des Chevaliers Aigles. On nous dit juste qu'ils sont cruels avec leurs prisonniers. Du coup, Mendoza tend un piège et c'est ainsi que... Les voilà! C'est littéralement des hommes volants. Et à ma grande déception, ces personnages ne sont pas dans le livre. Alors passe-t-on, je suppose qu'il faut ça pour éviter que ça devienne ennuyeux. C'est ce que je devrais faire pour mes vidéos. Pas de quoi, c'est rien, y a pas de quoi. Et d'un coup, le combat cesse. Arrêtez! Ne le tuez pas! Il faut laisser la vie sauve à un ennemi aussi valeureux. Je suis Atto, le roi des chevaliers aigles. Nous ne serons plus jamais ennemis. Je te remercie d'avoir laissé la vie sauve à mon fils. Désormais, nous vous aiderons. Hein? Où allez... Il y a des morts dans les deux camps! Et là, juste parce que Mendoza décide d'épargner un gars, ce sont les meilleurs amis du monde. Bon, après de déchirants au revoir, oubliant le massacre qu'il y a eu, la troupe continue sa route. Des tensions commencent à se former, surtout entre Torres et Tika. Cette dernière prétendant que de mauvais esprits perturbent leur voyage, et sous coup de parano, Torres pense que Tika sapote l'expédition. Alors lorsqu'il repère un pont au loin et que le lendemain ce pont disparaît, les militaires accusent Tika de l'avoir détruit pendant la nuit. Et au moment où Tika se fait encercler, les chevaliers aigles apparaissent d'un coup pour aider. Mais attends, ils ont un apo pour les appeler ou bien... Atto n'a qu'une parole. Ah oui, il n'a qu'une parole, cette réplique. Atto n'a qu'une parole. Atto n'a qu'une parole. Atto n'a qu'une parole. Grâce à l'intervention des aigles, ainsi qu'à Esteban car il a eu l'idée de poulie pour les chevaux et les ânes, tout le monde est passé et les soldats ont oublié qu'ils voulaient sacrifier une vierge. C'est tout naturellement qu'ils vont féliciter. Ouais, vive Mendoza! Oui, vive Mendoza, qui n'a fait qu'observer et laisser la situation se régler toute seule. Plus tard dans la soirée, ils tombent sur un campement en plein milieu du désert avec feu et nourriture. Ce sont les âmes errantes. Elles nous souhaitent bonne route. Oui, les âmes errantes. Ceux qui ont monté ce campement et qui sont partis pisser quelque part et qui, lorsqu'ils reviendront, verront leur camp saccagé. Les âmes errantes. Après 2 jours de marche consacrés au triangle amoureux, même lorsqu'il trompe sa belle, ce faisceau lumineux apparaît. Le groupe arrive vers un temple shiny, donc ils sont conclus que ce sont les cités d'or. Mais l'accès est gardé par des Incas. Nous ne devons pas franchir cette ligne. Sinon, cela veut dire que nous les défions. Ils ne sont pas nombreux. Et en plus, ils veulent nous imposer leurs lois. Mais pour qui ces gens qui ont toujours vécu ici et qui nous empêchent de satisfaire notre désir de pillage se prennent-ils? Et donc c'est baston, les Incas se pâtent aux flèches et aux poivres, c'est sur le point d'être un carnage, mais tout s'arrête car Esteban a sur la paume de sa main le symbole du fils de la lumière, l'équivalent d'enfant du soleil. Toi qui viens de la lumière, nous te saluons.
La légende dit que 2 enfants de sexe opposé reviendront pour nous sauver. Ouais, on vous a vachement sauvé. C'est quoi cette histoire de fils de lumière? Comment veux-tu qu'il le sache? En fait, le coup des enfants au sexe opposé, ça ressemble à la légende que Tika a racontée l'autre soir. Tant que c'était pas des conneries. Lorsque Tika l'a raconté aux soldats, vous n'étiez pas seulement hors champ, vous n'étiez vraiment pas à proximité pour l'entendre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut faire état de la situation. Nous avons perdu combien d'hommes? Beaucoup trop, une dizaine. Et il y a de nombreux blessés. Ils sont fatigués et le moral est au plus bas. Oui. Et ces falaises écarlates sont introuvables. Nous les trouverons. Nous ne pouvons plus faire demi-tour, c'est impossible. Oh, mais c'est quoi cet enchaînement? En moins de 5 minutes, nous avons eu une attaque de l'armée de Mendoza sur un village car il croit être arrivé aux Cités d'Or, la résolution express à base de « on fait pas de mal à l'élu », on soigne les blessés et on compte les morts, puis on passe à autre chose. Je vous jure que je viens de vous donner une description précise et fidèle de l'arc que vous venez de voir, et j'ai omis aucun détail. Heureusement, même si la situation suivante va être aussi racontée en moins de 5 minutes, il y a assez de détails pour bien suivre. En effet, Esteban et Torres trouvent de l'or dans la rivière à côté, et les soldats se jettent dans l'eau. Problème, ça attire l'attention d'un autochtone qui leur dit « ouais, il y a plein de cailloux jaunes que vous pouvez prendre dans la rivière, mais attention, l'eau n'est pas chaude, vous allez finir comme Jack Nicholson. » Pendant plusieurs jours, les soldats vont continuer à remonter la rivière pour cueillir de l'or, mais l'eau devient de plus en plus froide à un point où ils ne peuvent plus le supporter. Ils sont peut-être devenus obsédés par l'or, mais aucun ne s'appelle Balthazar Picsou. C'est alors que Mendoza propose un troc à un village inca à côté. Des moutons pour faire défiler avec leur peau contre son arme. Pas de chance, dans ce village, tuer un mouton est autant un crime que tuer un poulet dans Skyrim. Et c'est là que Mendoza devient fou. Enfin, encore plus que d'habitude. Il veut l'or tout de suite et maintenant. On voit que l'or affecte également Esteban, mais il rationalise en disant que de l'or, on en trouvera encore plus une fois aux Cités d'Or. Qu'à cela ne tienne, pendant une scène romantique entre Esteban et Zia, Mendoza vole des moutons au village hors champ et les Incas ne sont pas contents. Vite, il faut partir, le berger vient de découvrir que des moutons ont été tués. Pas de précipitation. Je saurai les accueillir. Non, on lève le camp. On a pris beaucoup trop de risques. Où sont Zia et Esteban? Où ils veulent? Oh, tu as l'air jalouse. Non, je suis en colère. J'allais enfin connaître la légende des Cités d'Or jusqu'à la fin. Oui. Au moment où le berger découvre que ses moutons ont disparu, Tika se renseignait sur la légende des 7 Cités d'Or auprès du chef. Car apparemment, elle ne la connaît pas en entière. Ça aurait été cool de le signaler avant. Le gars qui gère l'audio ne sait même pas faire la différence entre une flûte et une trompette. Bon, au moins, comme je l'ai dit, cette partie de l'histoire est racontée dans les détails. Maintenant, c'est parti pour de nouveaux rushers. Car après que la troupe ait fui et qu'on nous ait montré qu'un camp a été levé pour passer la nuit, coucou faisceau de lumière, on découvre sans transition que le lendemain, Torres s'est enfui avec des hommes et une grosse partie du butin. Précisons qu'à partir de maintenant, l'histoire ne suit plus le roman. Ouais, le coup de Mendoza qui vole des moutons, c'était dans le roman. C'est dommage, ça aurait été marrant de voir le passage où Mendoza provoque un génocide en faisant péter un barrage. Nos héros, avec des guillemets je précise, font une chasse à l'homme pour finalement retrouver Torres, qui avait enlevé Zia dans la foulée. Nous allons les surprendre. Esteban, Leonardo. Ça, c'est vrai. Mais avant que la baston puisse commencer, Tika one-shot Torres avec sa serpe à canne. Et une fois que Zia est libérée, scène de réconciliation entre Zia et Tika. Point d'interrogation. Je suis heureuse que tu sois saine et sauve. Si tu n'avais pas été là, je me serais sentie bien seule. Tu es très gentille. Tout à l'heure, avec Esteban, j'ai été bien dure avec toi. Je ne pensais pas à ce que je lui ai dit. En fait, toi et moi, on est comme 2 sœurs. N'oublie pas, tu peux compter sur moi. C'est valable aussi dans l'autre sens. En fait, au moment où Esteban et les autres se sont aperçus que Torres avait disparu avec Zia, Tika a directement accusé Zia d'avoir trahi le groupe. C'est Zia qui a monté ce coup. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas capable de faire une chose pareille. L'amour te rend aveugle. Et là, sans aucune transition, elle veut faire la paix, comme ça. J'ai dit que je ne m'attarderai pas sur ce triangle amoureux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas fermer les yeux sur de tels problèmes de narration. Après tout ça, la troupe finit par trouver les falaises écarlates. Enfin, ils disent que ce sont les falaises écarlates, mais je ne vois pas ce qui leur permet de l'affirmer. C'est pas plus rouge que les autres falaises. Mendoza décide que la majorité du groupe descendra la falaise avec une corde, laissant Sunika et un autre cas sur place pour garder l'or. Et à force de descendre, Esteban et Tika repèrent un passage les menant à un village désert. Ou presque.
Je n'aime pas ça du tout. Faisons demi-tour. Ce sont des iguanes, ça ne mange pas les hommes, ils ne peuvent pas vous faire grand-chose. Bon, je veux bien croire que les Espagnols ne savent rien de ces bêtes, mais Tika et Sia sont censés être des natives. Ils leur échappent en passant par le pont. Tiens, un truc que je n'ai pas encore dit, c'est à quel point cette merde est violente dans ces morts. Non, quand tu vois autant de scènes de chute, t'es pas à l'aise pour ta prochaine randonnée en montagne. Une fois le pont traversé, ils se retrouvent dans un labyrinthe. Pour faire vite, ils arrivent dans une pièce dorée sans issue, ils résolvent une énigme à base de simples et de matière à déposer, un des scénaristes avait revu le 5e élément, ce qui permet d'ouvrir 2 passages, Mendoza passe dans l'un des deux, celui qui s'appelle Leonardo descend dans l'autre, et 1 heure plus tard, Mendoza revient, mais pas Leonardo. La troupe décide donc de l'abandonner pour poursuivre sur le chemin de Mendoza. Non, en fait, ils ont laissé Carlos attendre un peu, mais comme Carlos les rattrape vite après, il n'a pas dû attendre très longtemps. Capitaine, Leonardo n'est pas revenu. C'est ce que je redoutais. Les gars, il est peut-être vivant? Ne soyez pas aussi débités. Au bout du chemin, ils se retrouvent devant... Ah mais je connais cet endroit, c'est là où a lieu le climax de Tous à l'Ouest. Et là débarque Alarson et les soldats espagnols de son équipage, en train de voler, à porte-à-baril volant. Quand tu as vu un chien à tête de pieuvre sauver le Titanic, c'est le genre de choses dont tu n'es plus censé être surpris. Non, c'est surtout... Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce que tu fous là? J'avais tout de même, vous savez quelque chose? Je vous ai coupé une scène sur le plateau, en début de film, où Alarson déclare qu'il va conquérir le continent au nom du roi d'Espagne avec des machines designées par Léonard de Vinci. Mais ça n'explique pas comment Alarson se retrouve ici. Et cette histoire de conquête n'influe tellement en rien sur le reste du film que j'ai l'impression qu'ils l'ont ajouté ici, au dernier moment, juste pour donner envie aux investisseurs de croire dans le projet. C'est comme ces faisceaux de lumière, ça a l'air d'être mis là pour faire du dissing avec un mystère pour qu'on ne puisse pas dire non à la série. Alarson, vous êtes toujours sur mon chemin. Je pourrais vous en dire autant. Nos chemins vont cesser de se croiser, Mendoza. Putain, il est remonté contre Mendoza, le Alarson. Il ne l'était pas autant lorsqu'il a viré de son navire. Bon, c'est la baston. Zia essaie quelque chose. Je vais essayer de les toucher. Mendoza! On ne peut rien contre ces machines volantes. Ah mince, une autre idée? Bravo, Zia! On va y arriver! Non mais c'est réaliste, faut pas abandonner au premier essai. La deuxième fois, ça marchera peut-être mieux. Ne te réjouis pas trop vite, Mendoza. Non mais je vais vraiment faire une pause sur les randonnées en montagne. Chevalier Aigle, nous avons besoin de vous. Des chevaliers aigles. Je comprends! En fait, les chevaliers aigles ne sont pas des humains, mais des invocations de Final Fantasy. Et c'est parce que Tika était en danger avec les soldats qu'ils sont apparus pour les aider à traverser la rivière. Tout s'explique! En même temps, des humains volants. C'est dingue que je me fasse la réflexion que maintenant. Mais pourquoi c'est Tika qui les invoque? Après tout, c'est à Mendoza que Hato a dit qu'il pouvait les appeler à n'importe quel moment. Remarque, c'est Tika la tresseuse de Pokémon du groupe. Esteban et Zia volent à dos de chevalier aigle. T'as Mendoza qui pousse Carlo dans le vide. Charmant personnage, mais atterrit sur le dos d'un autre chevalier. Et pour en ajouter au manque de logique du scénario, c'est Mendoza qui va sauver Alarson du chute mortelle, alors que Esteban et Zia n'hésiteront pas à tuer les autres soldats. Et tous ceux qui restent s'enfuient. Lâche! Zia! Esteban a été touché! Il est sans vie, regarde! C'est quoi cette mise en scène? La dernière fois qu'on a vu Esteban, il était sur le dos d'un chevalier aigle. Alors, on l'entend paniquer lorsque le chevalier aigle sur lequel il se trouve frôle un soldat volant, mais rien ne laissait supposer qu'il a fait une chute. Ces manques de raccord me font mal à la tête. Surtout que faire une fausse mort ici, à quoi ça sert? Ça ne mérite même pas un extrait de Daxter. Voilà, c'est dit. Nos chemins se séparent ici. Je vous souhaite bonne chance pour trouver les cités d'or. M'en aller dans l'obligation, je suis. Je dis ça, mais en fait, je ne vais nulle part parce que je vis là. Mais ça veut dire que vous ne devez plus me parler. Après le départ des chevaliers aigles, la troupe se retrouve, sans transition encore une fois, dans une caverne dans l'eau, et Alarson, qui a été contraint d'accompagner le groupe, tente de s'enfuir en sautant dans l'eau et se fait absorber par un typhon dans lequel il meurt probablement noyé. Regardez, on a peut-être un début de réponse avec ces statues.
Bah les couilles de la mort d'Alarson. Pourtant, elle a été plus polie que la normale avec lui lorsqu'il a viré de son bateau. Mais ça me frustre, car on ne saura jamais qu'est-ce qu'il foutait là. C'est quoi? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit se donnent la main quand il y a une éclipse. C'est quand la prochaine? La dernière a eu lieu hier. Ah non, quelle malchance! Ou bien un habitant des cités d'or passe par là, par le plus grand des hasards, et ouvre la porte. D'où êtes-vous? D'une cité qui est à une journée de marche d'ici. Pourquoi êtes-vous venu construire une cité ici? Dans le passé, nous étions un grand peuple. Et puis des hommes au teint pâle sont arrivés. Selon notre légende, ils devaient nous libérer. Hélas, ils nous ont apporté les maladies. Et notre peuple a été décimé. Pendant des siècles, des hommes ont apporté des présents à nos dieux. Nous avons des pièces entières pleines d'or. Quoi? Celles-ci sont gardées par des soldats d'or. Des soldats? Et vous? Vous cherchez quoi? Nous bon, si on y allait. Oui. Bien vu, capitaine, on y va. Vous ne voulez pas me dire pourquoi vous êtes ici, et vous croyez que je vais vous laisser entrer sans plus de questions, alors que vous aviez un regard très intéressé au moment où j'ai mentionné les salles remplies d'or? Eh bien, vous savez quoi? Vous avez totalement raison. Le groupe avance dans le chemin qui mène aux cités d'or, mais Zia glisse. Oh, ma pauvre petite, où as-tu mal? Là, c'est là. C'est peut-être cassé. Et si j'appuie? Continuez. Quoi? Quoi? Oh Jésus, quoi? Continuez sans moi. Ah, merci, je préfère ça. Mais comme l'habitant des cités d'or n'est pas totalement débile et comprend que tout ce qui intéresse les adultes, c'est l'or, il profite de l'accident pour fermer l'accès vers les cités. Mais il se fait rattraper par Mendoza qui le licote et va probablement finir ses jours ici. Et finalement, le grand moment arrive où Esteban, Zia, Mendoza et tout ce qu'il reste de la troupe arrivent aux cités d'or. On a abandonné un gars innocent à une mort certaine, mais ça valait le coup. Et tous les habitants ont la potorée. Sauf le cas qui faisait la sentinelle. Donc, peut-être que chez les gens qui ont la peau dorée, les albinos ont l'air d'avoir une ethnie africaine. Moi, j'essaye de comprendre. En tout cas, ils ne passent pas inaperçus et se cachent dans une clinique pour éviter la garde. Et plus tôt dans la vidéo, je vous disais que Mendoza se croyait dans un jeu vidéo. Mais là maintenant, il est persuadé d'être dans Frigueuil. En effet, il assomme le plus gros des gardes sans se faire repérer. Les autres gardes, ce sont des PNJ à l'IA pas très réactifs. Ensuite, il fait porter les vêtements du garde par Carlo pour qu'il s'infiltre, et tout ça sous les yeux de tous ceux qui sont dans la clinique. Les malades, les infirmiers... Il est dans un autre plan d'existence, Mendoza. On ne sait pas comment il devine où est caché l'or, alors que lorsqu'ils sont arrivés sur place, il a tout de suite agressé Zia à ce sujet. Où est l'or? Je sais que le prêtre vous l'a dit. Donc Carlo est envoyé vers le temple où est caché l'or et essaie de tuer le garde qui se trouve à l'entrée. Je ne t'ai jamais vu. T'es nouveau, toi? Bon, à dans 6 heures. Ah, 6 heures? Ben oui, le temps de la relève. Même Hitman, face à ça, il briserait le 4e mur en disant « Attends, c'est quoi cette dia de merde ?» Alors pendant que Mendoza et ses derniers mercenaires fidèles pillent la cité, Esteban, Zia et Tika s'approchent des malades dans la clinique. Hé, les gestes barrières, c'est pas pour les chiens! Mais qu'à cela ne tienne, Zia touche le front du malade et son symbole d'enfant de la lumière le guérit miraculeusement. Allez, venez! Nous avons suffisamment d'or pour nous tous! Non, on reste. Ce sont nos frères. Le même sang coule dans nos veines. Un village que vous avez attaqué avec la conviction que c'était une cité d'or, des moutons sacrés que vous avez tués, un gars que vous avez licoté et laissé à une mort certaine, bon tout ça on peut tolérer, mais maintenant que nous sommes dans les cités d'or, on ne vous suit plus. Mendoza dégage et transition sur Esteban qui ressent le besoin d'aller dans un autre temple. Vite! Je crois que la solution est là-haut. La solution à quoi? À comment guérir les malades? Bah, vous l'avez. Vous posez votre main sur le front de tout le monde et ça y est. Mais apparemment, rien à voir. On va dire que Esteban a senti l'appel du destin de l'enfant élu. Lui et Zia s'approchent d'un hôtel au milieu de la salle. Au passage, salut personnage caché dans le décor qu'on ne verra que de dos et qui, si la série s'était poursuivie, aurait sûrement été un rival à Esteban qui cherchait lui aussi à bercer les secrets des cités d'or. On va dire que c'était Tao. Il a une tête à s'appeler Tao. Mais on le voit le dodo. Il a un pando à s'appeler Tao. En touchant la relique au milieu, Esteban et Zia font apparaître une fresque. C'est incroyable. Qui est là? Je me nomme Quetza. Cette fresque vous intéresse? Oh mon Dieu!
Jusque-là, le doublage était relativement professionnel, mais là, on dirait qu'ils ont engagé un de ces supposés comédiens de doublage allemand de Dingo Pictures qui redouble en français derrière. Quetza, pas surpris de voir une fresque apparaître alors qu'à première vue, seuls les enfants de la lumière pouvaient la révéler au grand jour. Ah mais oui, c'est vrai. Explique qu'il s'agit d'une des 7 parties de la légende des 7 cités d'or. Et pour l'avoir au complet, il faut révéler les autres fresques dans les autres cités d'or. Et on ne nous dit pas si cette partie a quelque chose en plus par rapport à ce que c'est déjà Tika. Tout de suite après, Esteban et Zia continuent de soigner les malades, les habitants veulent nommer Esteban et Zia roi et reine de la cité, mais Esteban décline l'offre au profit de Quetza et de Tika qui, sans explication, va rester ici en tant que femme de Quetza. Bah ouais, qu'est-ce qu'elle croyait cette conne? L'histoire s'appelle Esteban et Zia à la recherche des 7 cités d'or, pas Esteban, Zia et Tika à la recherche des 7 cités d'or, ou Esteban et Tika à la recherche des 7 cités d'or, ou Zia et Tika à la recherche des 7 cités d'or. Et Quetza n'était pas déjà le chef de la cité ou un truc du genre? Et sinon, pourquoi lui plus qu'un autre? Pendant ce temps, Mendoza se fait arrêter par des soldats de l'armée du roi d'Espagne. Il semblerait que vous alliez omettre de reverser à votre roi la 5e part qui lui est due. Mais qui êtes-vous? Vous allez vous retrouver dans une agréable forteresse où vous allez finir vos jours. Enfin tout, vous pouvez dire qu'il n'allait pas donner sa 5e part au roi d'Espagne. Bon, il n'allait sûrement pas le faire, mais c'est sûr que si vous les arrêtez juste après qu'ils soient sortis des cités d'or... Bon, cela étant, c'était la fin la plus juste pour Mendoza. Enfin, si on en croit le générique, Esteban et Zia devaient sauver Mendoza par la suite. C'est à se demander pourquoi ils feraient ça alors qu'ils ont compris que c'était un enculé. Remarque, avec tous ces personnages qui changent d'avis à la seconde, Esteban et Zia auraient peut-être fait comme s'il n'y avait pas d'embrouille avec Mendoza, ça ne me surprendrait même plus. Ah, et si ça vous intéresse, dans le livre, Mendoza se fait tuer par son chien. Le film se conclut sur un cliffhanger. Alors, on va où? Au nord? À l'ouest? Ou bien au sud? À l'est? D'après la fresque, à l'est. Tu sais? Ça y est, c'est l'heure d'ouvrir le paquet de Tchak. Maintenant, je sais où est la 2e cité d'or. On peut leur concéder, par rapport à leurs homologues des mystérieuses cités d'or, que eux, au moins, ne provoquent pas la destruction de la cité qu'ils ont trouvée. Bon, qu'est-ce que je pense de ce film et de la série dont ils faisaient la promotion ? Je vais leur reconnaître une chose. Même si tout ça part d'un plagiat des mystérieuses cités d'or, les auteurs avaient tout de même l'ambition de vouloir raconter quelque chose. Une aventure qui plaira à petits écrans. Et je ressens plus cette volonté de bien faire dans cette série que dans les films Dingo Pictures que j'ai traités ou les plagiats de Titanic. Mais il y a 2 choses qui font tout échouer et qui vont même à contre-pied de ce que je viens de dire. Déjà, un problème identitaire, car le film, tel qu'il est, se mêle les pinceaux et ne sait pas ce qu'il veut être, entre plagiat des mystérieuses cités d'or, adaptation fidèle du roman de base et adaptation plus fantaisiste. Ce qui est représentatif de l'autre problème du film, la narration est chaotique. Il y a trop de moments où on a l'impression d'avoir loupé quelque chose. Trop de transitions brusques, trop de réactions de personnages qui n'ont pas de sens dans le contexte. Aucun enfant n'arriverait à suivre. On pourrait croire que c'est rushé car le film contient 3 épisodes et qu'il faut condenser. Sauf que le film fait plus d'1h30 et à 25 ou 30 minutes d'épisode, ils ont dû rajouter plus de choses que couper. Je ne serais pas surpris que lorsque les distributeurs et autres investisseurs ont vu ça, ils ont dit non à la série juste parce qu'ils n'ont rien compris à l'enchaînement de l'histoire. C'est tellement mal raconté que j'ai galéré à bien vous résumer le film. J'ai moi-même peur d'être incompréhensible dans cette vidéo. Le parfait moment pour rappeler que ce studio, à la base, il voulait faire la suite des mystérieuses cités d'or. Bordel, on a évité la catastrophe. Alors la série aurait peut-être eu plus de budget et d'effectifs que ça si ça avait été vraiment la suite des mystérieuses cités d'or, mais je crois qu'au mieux, on aurait eu les mystérieuses cités d'or super. Les Mystérieuses Cités d'Or est une bonne série dont le statut culte n'est pas à remettre en question. Sa suite a beaucoup de défauts, notamment en termes de continuité, mais reste assez bien pour valoir le détour, sauf si vous préférez préserver vos souvenirs de la série originale. Mais ce film-là... Comment décrire mon ressenti? Je suis sûr qu'il existe une phrase toute faite pour parfaitement résumer cette expérience. Alors, je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce que c'est? Ça ne mérite pas qu'on s'en souvienne. C'est plutôt mon truc à moi, ça. Pas grave, pour une fois que c'est moi qui le dis. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.